Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Zilane, volontaire en service civique et je suis en compagnie de Lilou, alternante en communication à la mission locale. Aline Ganivet, directrice de la maison familiale Mortagne Service. Nathan Camille, un jeune de la mission locale. Laurent Vuillard, conseiller en insertion socio-professionnelle à la mission locale. Chloé, jeune de la mission locale. Maëva, jeune de la mission locale. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une émission Ouvrons le débat à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Mais avant de commencer, on va vous présenter un petit quiz. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Oui. Quand fut adopté le principe à travail égal, à salaire égal ? En 1940 ou en 1945 ? Vous êtes tous libres de répondre, évidemment. J'ai pas révisé moi en fait. Je dirais 1945. Je dirais la même chose. Ouais, pareil. 1940. Moi, je suis mon géo. Hein. C'est la Suisse. Donc, alors, ce fut en 1945. Donc, auparavant, il existait la notion de salaire féminin. Malgré tout, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un même travail n'est toujours pas respectée. Plusieurs lois sont donc venues rappeler ce principe en 1972, 83 et 2005. En France, depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari ? En 1941 ou en 1965 ? J'aurais dit 65. Ouais, je crois que c'est tard aussi, je dirais 65 aussi. Moi aussi. Il me semble aussi. Alors ce fut donc en 1965 et donc cela regroupait les régimes matrimoniaux favorisant l'égalité entre hommes et femmes au sein du couple marié. Et depuis son entrée en vigueur, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque ou signer un contrat de travail sans avoir à obtenir l'autorisation de leur mari. Voilà. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de voter en France ? 1944 ou 1932 ? 1944. 1944 aussi. Tu dis pareil ? 1944. Donc les femmes ont obtenu le droit de vote après la libération de la France en 1944. Les premières femmes à participer au suffrage universel ont voté lors des élections municipales de 1945. Pourquoi la journée du droit des femmes a-t-elle été instaurée ? Pour aider les femmes à obtenir le droit de vote ou pour lutter contre les violences conjugales ? Je crois que c'était le droit de vote. Je ne sais pas du tout. Pour moi, la journée des droits de la femme, elle est arrivée assez tardivement. Ouais, moi aussi, donc je dirais plutôt les violences J'aurais aussi. tendance à dire par rapport aux violences. J'ai envie de dire un peu les deux réponses, mais je veux dire la deuxième. Alors donc c'est pour aider les femmes à obtenir le droit de vote. Et donc c'est la journaliste allemande Clara Zetkin qui en 1910 réunit à Copenhague une confédération internationale de femmes socialistes venues de 17 pays pour créer une journée internationale des femmes. L'objectif est donc d'obtenir le droit de vote pour les femmes et en 1914, les Français décident à leur tour de manifester pour leurs droits sous l'impulsion de Louise Samono, institutrice. Donc depuis quand la mixité pour tous les établissements scolaires publics est-elle obligatoire ? 1982 ou 1976 ? Ah, c'est serré. Ouais, il y a peu d'années d'écart là. Bon, au hasard, je dirais 76. Moi. Bon bah 82 comme ça, il y a un de corps à raison. Et vous, les filles ? 76. Ah, j'ai 90 dans les têtes. Alors il s'agit de 1976, donc la mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics et cette loi permet donc aux garçons et aux filles d'avoir la même éducation. Et enfin, la dernière question. Qui a rédigé la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenneté en 1791 ? Laurent il connaît déjà la réponse. Moi je dis rien. Donc c'est Simone Veil ou Olympe de Gouges. Simone Veil, non ? Je sais pas du tout. Je sais pas non plus pour le coup. Non plus. Du coup vous êtes tous... Bon, je dirais Veille au hasard, mais... Alors, il s'agissait de Laurent. Olympe de Gouges. Oh, super. Ok. Oui, voilà, elle a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes. Et c'est aussi son texte en fait qui est devenu international. Donc voilà. Son texte a été adopté partout dans le monde. Alors, maintenant on va passer aux questions. Donc je vais commencer par vous, Madame Canivet. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ?
Oui, tout à fait. Donc, je suis actuellement directrice de la maison familiale Mortagne Service, donc à Mortagne-au-Perche. Je suis également docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Et je suis aussi impliquée dans le milieu sportif puisque je suis joueuse d'handball et coach d'une équipe, voilà, de jeunes. Vous êtes donc engagée dans beaucoup de domaines. Oui, j'aime être très active et m'impliquer. J'aime pas rester à rien faire, donc en effet, j'aime bouger. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Mon parcours, donc j'ai commencé mes études par un BEPA et un bac pro dans le milieu agricole. Et puis ensuite j'ai continué mes études par un BTS. Ensuite j'ai arrêté mes études. J'ai commencé à travailler et donc je suis devenue monitrice en maison familiale à Mortagne, mais sur l'autre maison familiale, celle qui fait les animaux de compagnie. Et tout en travaillant, j'ai repris mes études et donc j'ai fait une licence, puis un master, puis un doctorat. Est-ce que vous avez eu des hésitations sur votre parcours ? Oui, forcément, on en a toujours. Mais oui, bien sûr, quand il y a des choix à faire, forcément on hésite, on ne sait pas si on prend le bon choix, le bon chemin. Après, je suis une personne plutôt positive et qui aime saisir les opportunités. Donc je me dis que si j'ai le choix, c'est qu'il y a une opportunité qui s'ouvre et donc j'ai plutôt tendance à foncer. Mais forcément, quand on quitte, par exemple, quand j'ai quitté mon métier de monitrice pour devenir directrice, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vraiment je vais y arriver? On se pose 10 000 questions. On dit toujours on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on va récupérer. Donc voilà. Mais généralement, je me dis que voilà, si l'opportunité était là, c'est qu'il fallait la saisir et j'ai jamais regretté aucun de mes choix en tout cas. Donc comme vous l'avez dit, vous êtes directrice de la MFR. Oui. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à avoir un job avec autant de responsabilités? L'envie de partager un petit peu mes idées et mes convictions. J'étais monitrice depuis 16 ans et j'avais envie de partager ça avec ma propre équipe en fait. Ce qui m'animait, j'avais envie de le partager avec d'autres. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre la direction d'une maison familiale et essayer voilà, d'avoir une équipe et de l'animer avec mes convictions, mes valeurs. Voilà, j'avais longtemps dit que je ne serais jamais directrice quand même, hein, mais non mais voilà, c'est vrai que c'était l'envie de partager mes convictions. Ouais. Est-ce que vous avez été confrontée à des difficultés ou des remarques, jugements sur vos choix ? On en a toujours, après soit on les écoute, soit on les écoute pas, mais non, il y en a toujours. Alors pas par rapport au fait que je sois une femme forcément, mais par rapport au fait justement d'avoir plusieurs activités ou d'être dans plusieurs domaines. Est-ce que tu vas réussir à tout faire? Es-tu sûre de ça? On peut pas faire plusieurs choses à la fois, etc. Donc oui, j'ai souvent eu des remarques par rapport à ça. Ouais. Est-il facile de concilier la vie professionnelle et personnelle, étant donné qu'on voit beaucoup de nos jours, par exemple la discrimination à l'embauche, beaucoup pensent que les femmes ne peuvent pas concilier les deux? Alors c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Maintenant, moi j'ai un pilier important qui est mon mari. Et voilà, il est chef d'entreprise de son côté aussi, mais son entreprise est située sur le lieu de notre maison. Donc c'est vrai que quand je rentre tard le soir, il peut gérer les enfants. Donc on compense en fonction de nos emplois du temps. Mais après, seule, peut-être qu'en effet, c'est sûr que je n'arriverai pas à tout faire. Mais d'avoir un pilier, une aide, c'est important. Après, qui fait quoi, on n'a jamais été très cloisonnés sur ça. On a tous les deux nos activités, on travaille tous les deux à l'extérieur, on a tous les deux des entreprises du coup. Donc voilà, il n'y a pas de partage des tâches très bien organisé, c'est selon nos emplois du temps. On est tous les deux ouverts à faire les choses de l'autre et à aider l'autre et c'est ça qui est important je pense. Après vis-à-vis des enfants, forcément je passe beaucoup de temps au travail, donc on peut avoir des reproches par rapport à ça.
Mais voilà, c'est ce que je leur dis. On a la chance d'avoir des métiers qui nous passionnent et où on compte pas nos heures. Et je leur dis que c'est ce que j'espère pour eux plus tard, qu'ils trouvent un métier qui les passionne et où ils compteront pas leurs heures non plus. Donc voilà, je pense qu'ils le comprennent. Mais voilà, je pense que la communication déjà c'est important aussi. Vous avez été élue femme inspirante de l'année 2023 selon une enquête réalisée par la mission locale. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça a été une grande surprise déjà, je pensais pas. Non, c'est un peu une fierté de se dire qu'en effet on peut être un exemple pour d'autres. Et ça donne envie justement de partager son vécu et de conseiller, d'aider ceux qui des fois sont justement dans le doute. Donc si je peux aider ou si je peux être un exemple, bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Et y a-t-il des femmes qui vous inspirent en France? Alors, des femmes célèbres, depuis l'adolescence, j'ai beaucoup regardé un petit peu la vie de Simone Veil parce que mon grand-père m'avait donné sa biographie, donc je l'avais lue et j'avais été impressionnée par tous ses combats, etc. Mais après, je dirais que la plupart des exemples, c'est aussi autour de nous. On a toujours des personnes qui se battent par rapport à la maladie, par rapport à des accidents, des choses, voilà, des moments durs dans la vie. Et je pense que, moi, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup des énergies qui sont autour de nous. Et des exemples autour de nous, on en a plein régulièrement. Donc, j'aime beaucoup m'inspirer de ce que font, de ce que fait la famille, les amis, et voilà. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Merci. Et alors maintenant, on va passer à Laurent. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors moi du coup c'est Laurent, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis conseiller d'insertion socio-professionnelle à une mission locale de Mortagne-l'Aigle depuis bientôt un an, depuis 2023. Au niveau de mon parcours, à la base moi j'ai une formation scientifique. Du coup j'ai travaillé dans le domaine commercial par voie de conséquence, bien évidemment. Aujourd'hui je suis conseiller en insertion, donc ça a pu passer par des voies très très différentes et j'adore ce que je fais. Et quel a été le déclic qui vous a amené à vous orienter vers le métier de conseiller en insertion? Comme j'ai dit au départ, moi j'avais fait des études scientifiques, donc je me dirigeais pas particulièrement par là. C'est un bilan de compétences au sein d'un INFREP à Hérault de Saint-Clair qui a fait qu'il y ait eu un déclic en fait, qui m'a donné envie de travailler dans ce domaine-là. Mais bien avant ça, il y a aussi une réalisation quand j'étais plus jeune du fait que c'est beaucoup plus par l'écoute et l'empathie en fait qu'on pouvait arriver à construire aussi des choses, pas que par la violence et le fait d'imposer les choses. Et c'est quelque chose qui a été important moi au niveau de mes valeurs et du coup ensuite de mon choix de carrière. La mission locale est composée à 90% de femmes, et donc vous êtes un homme. Alors pensez-vous qu'il y a des avantages et des inconvénients? Je pense pas particulièrement qu'il y ait d'avantages et d'inconvénients. De toute façon, à la mission locale, on est tous traités pareil, et c'est une bonne chose. Après, je pense que c'est important d'avoir de la diversité au niveau des conseillers vis-à-vis de l'accueil des jeunes. Plus on a des conseillers différents avec des âges, des genres, des parcours différents, plus en fait il y aura forcément un conseiller qui pourra apporter une nouvelle vision et une voix supplémentaire pour un jeune. On parle beaucoup des difficultés pour la femme, donc à l'embauche de conseillers vie professionnelle et personnelle, et qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi d'un point de vue du coup d'homme célibataire, j'avoue que du coup j'ai pas forcément les problématiques qu'on retrouve souvent chez
chez les femmes, justement, qui généralement sont toujours associées au fait d'avoir à s'occuper des enfants, de tout ça, etc. Après, pour moi, c'est pas une question de femmes ou d'hommes. Je pense que dans une société progressiste, on échange justement toutes les tâches. Moi, j'ai l'exemple de mon frère, en fait, qui, pendant que sa femme avait sa carrière, s'est lui plus occupé des enfants. Je pense que c'est un équilibre qui est à trouver pour chacun au niveau de cette association entre professionnel et personnel. Y a-t-il des femmes qui vous inspirent en France également, et pourquoi? Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. J'ai pas mal réfléchi à cette question-là dernièrement et au début, je pensais forcément parler de l'âme de Gouges, parce que bon, je suis gros fan. Mais je me suis arrêté sur une dont on entend un peu moins parler et qui, je trouve, actuellement fait beaucoup de choses. Alors du coup, par contre, c'est pas du tout en France. C'est Geena Davis. Geena Davis, qui est quand même une grande actrice, pas mal connue pour, entre autres pour Thelma et Louise, film qui a été marquant pour l'image de la femme. Et Geena Davis qui, depuis pas mal d'années, a créé un institut d'études statistiques sur la représentation des genres dans les médias. C'est un institut qui fait beaucoup justement pour essayer de voir, d'étudier ce qui peut être un stéréotype, un cliché dans un média, comment il est véhiculé, et qui permet dans la société en fait de faire évoluer l'image de la femme, et pas que. C'est vrai que c'est le genre de choses dont on parle un peu moins au niveau des femmes qui font bouger les choses. Mais je pense que c'est probablement actuellement parmi les choses qui sont vraiment importantes. Puisque du coup on est sur quelque chose qui n'est plus sur l'évolution en fait des lois, comme à une époque, comme pour Veil, comme tout ça, mais sur l'évolution de l'œil de la société. Merci. J'aimerais savoir également qu'est-ce que vous pensez de l'engagement des femmes qui luttent pour leurs droits? Pour moi, c'est vital, c'est important. Je me suis toujours considéré comme féministe. Féministe au sens de lutter pour l'égalité des genres, pas que le droit de la femme, hein, c'est le droit de tous à avoir la même chose et à être considéré de la même façon. Et c'est vrai que pour moi, c'est comme je disais, maintenant dans nos pays, on a une égalité d'un point de vue légal, mais je pense qu'il y a encore du combat pour qu'il y ait une égalité dans la façon dont on est considéré dans la société. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Alors maintenant, je vais poser des questions aux jeunes. Que représente pour vous la Journée internationale des droits de la femme? Moi, je dirais avant tout que c'est aussi un rappel. Parce que, d'un point de vue personnel, j'avoue que je m'y connais pas énormément. Mais je dirais que ouais, c'est un rappel qu'il y a encore des inégalités partout. Que ce soit dans les droits ou juste social, en fait, que ce soit au collège, au lycée, etc. Ouais, je dirais que c'est du coup vraiment un rappel au quotidien, du coup tous les ans. Et puis voilà, moi c'est ce que je pense. Et vous les filles? Pour moi c'est une journée qui rappelle que il y a un second genre, il n'y a pas que les hommes qui existent. Et aussi comme a dit mon camarade, pour aussi rappeler des droits. Et selon vous, qui sont les femmes inspirantes en France? Là, je vais un peu rejoindre tout le monde. Je dirais Simone Veil aussi. C'est celle qu'on a le plus étudiée en cours aussi. Pour moi aussi, c'est Simone Veil. Et pareil, c'est aussi des personnes de mon entourage et aussi particulièrement ma mère. Je rejoindrai leur avis. J'allais dire en personne célèbre, j'allais dire Simone Veil parce que je dirais que c'est la seule que j'ai étudiée déjà sérieusement, dont j'ai lu le livre, qui était très inspirant. Et puis je les rejoindrai sur l'entourage en général, donc que ce soit les amis, les grands-mères surtout, les mères, les sœurs, et je dirais vraiment en particulier ma sœur parce que elle est en master de design, donc ça n'a rien à voir, mais en fait elle est spécialisée sur les femmes et le féminisme, et en fait elle a fait tout son mémoire sur ça, et du coup elle nous a apporté beaucoup avec mon frère dans notre éducation au quotidien, et je dirais que c'est un peu ma seule culture sur ça.
Mais ça m'a beaucoup aidé et servi et elle est pour moi vraiment admirable. Donc voilà. Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Je dirais qu'au niveau des droits, ça s'arrange de plus en plus. Même si au niveau salarial, il y a encore du coup des fois des cas où c'est pas le même salaire pour le même travail. Donc c'est encore dommage, mais je trouve que ouais, au niveau des droits, ça s'améliore de plus en plus et c'est bien. Mais au niveau, comme Laurent disait, de la considération, c'est plus compliqué parce que ce soit en jugement de peine, par exemple, quand on va parler d'agression ou de viol, etc. C'est plus compliqué, on remet souvent en doute la parole de la femme. Et je dirais que c'est aussi un combat qu'on a encore actuellement et dont on est encore très loin. Mais là, il y a l'IVG qui a été mis dans la Constitution. Donc c'est déjà une avancée qui est bien pour la France, qui est bien pour le monde, un bon exemple, je trouve. Et ouais, on avance de plus en plus, mais ça se discute beaucoup, je trouve. Et ce qui est dommage, parce qu'on ne devrait pas se poser de questions là-dessus. Mais du coup, l'égalité est compliquée à certains niveaux, je dirais. Et vous, les filles? Pour moi, il y a encore des inégalités. Déjà par rapport aux entretiens d'embauche, une femme a plus la question qu'est-ce que vous allez faire des enfants? Et aussi, par exemple, malheureusement, lors de la journée des droits des femmes, tout ce qui est pub et centres commerciaux vont mettre en valeur produits ménagers, tout ça avec la femme. Ils vont faire exprès d'utiliser cette journée pour justement mettre en valeur leurs produits. Et il y a aussi des inégalités, par exemple, si une femme dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, elle ne va pas être jugée. Mais si par exemple un homme pleure, on montre ses émotions, là aussi il va être jugé, on va le traiter de faible, tout ça. Et pareil, si un homme essaye de dire, de porter plainte contre agression sexuelle, viol, on va même parfois lui dire vous êtes sûr que c'est pas vous le coupable. Merci à nos invités pour votre présence. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Radioactif. À bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.